Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de notre lecture du livre Kilomètre Zéro de Maud Ankawa. Nous nous étions arrêtés, nous l'avions commencé tout simplement ce livre, donc on va tout de suite entamer le chapitre 2. Ça avait posé les bases un peu, son ami qui est malade, qui lui demande d'aller à Katmandou. Forcément, notre protagoniste était un peu tiraillée avec son travail, etc. Elle n'avait pas forcément le temps d'y aller, mais elle s'est dit, allez, sa copine qui est malade, sa meilleure amie, il faut que je le fasse. Donc elle faisait ses valises pour aller direction l'aéroport. Donc on va tout de suite continuer cette lecture. D'ailleurs, j'ai réglé le micro parce que je crois que c'était trop faible le son sur la dernière vidéo. J'espère que ça sera un peu mieux aujourd'hui. Vous l'aurez compris, je suis pas très doué avec tout ce qui est matériel. Donc écoutez, on verra si ça sera un peu mieux. On entame tout de suite. N'oubliez pas évidemment le j'aime, le commentaire. Et on commence avec le prochain chapitre qui s'intitule Avec des yeux d'enfant. C'est parti. Notre situation peut être perçue comme le paradis ou l'enfer. Tout dépend de notre perception. Pema Chodron. Visa me demande un Népalais courtois et trapu qui nageait dans son uniforme militaire. J'eus du mal à saisir ce qu'il me disait dans son anglais approximatif, mais je compris que sans visa, je ne pouvais pas entrer dans le pays. Et bien sûr, je n'en avais pas. J'eus beau demander au douanier ce que je devais faire, ce dernier me rendit mes papiers et fit signe aux voyageurs suivants de s'approcher. Heureusement, une Française se manifesta pour me porter secours. « Si vous n'avez pas demandé votre visa avant votre départ, allez au bureau de droite, il vous en coûtera $50. » Mon enthousiasme s'estompa lorsque je vis la file qui s'étirait derrière le guichet. Je dus attendre près de 2 heures avant de pouvoir sortir de l'aéroport. Je cherchais un taxi. De jeunes Tibétains m'encerclèrent pour porter mon bagage, je refusais de le lâcher. Un groupe d'enfants tenta de me présenter ses marchandises. Je les repoussai d'un simple geste qui suffit à les éloigner. Tant mieux, j'en avais assez de ces pays où il fallait négocier pendant 10 minutes pour pouvoir passer. J'aperçus un rassemblement de chauffeurs sur la droite. Une vingtaine de voitures blanches identiques étaient garées sur 3 files. Je m'adressai en anglais au premier, il fit signe à son collègue de me prendre. Ce dernier s'empara de ma valise qu'il posa sur la galerie sans se soucier de l'attacher. Stupéfaite, je ne contestais pas. Je n'avais plus la force de me battre. Il m'ouvrit la porte arrière dans un couinement qui laissait supposer l'âge canonique du véhicule. Je me glissai sur la banquette en simili-cuir protégée par une couverture de laine ajourée rouge et jaune. Il fit le tour de la voiture, s'installa à droite, puis se retourna vers moi en souriant. Il baragouinait l'anglais. « Bonjour madame, où voulez-vous aller ?»« À Bodhnath, s'il vous plaît. »« Au stupa ?» Le stupa est un monument bouddhiste. « Non, je vais à l'hôtel. » L'hôtel Mandala, à Bodhnath. Ça ne me dit rien, mais il y en a plusieurs autour du monument, ça doit être un de ceux-là. On y va, madame ? Je le regardais, perplexe, ne m'attendant pas à son hésitation. Roman m'avait écrit que tout le monde connaissait ce lieu. L'homme démarra en trombe, slalomant entre les voitures, les vélos, les camions, soulevant une poussière qui forma un nuage qui ne nous lâcha plus. C'était bien ma veine, j'étais sans doute tombé sur le seul chauffeur qui ne connaissait pas mon hôtel. Sa conduite me donnait mal au cœur. Je souriais par politesse, mais me sentais de plus en plus nauséeuse. En fixant mon attention sur la route, je vis défiler des scènes improbables. À droite, un matelas 2 places ficelé sur le dos d'un motard. À gauche, une famille entière sur une mobilette. Le plus petit sur le guidon, puis un enfant entre le cadet et le conducteur, et enfin le dernier, derrière, serrant fort la taille de son père pour ne pas se retrouver expulsé à la première accélération. Les piétons risquaient leur vie à chaque foulée, mais ne semblaient pas inquiets. Et là, une vache broutait l'herbe qui dépassait de la chaussée puis se fondit dans le trafic. Un vieillard brandit sa canne en invectivant un jeune cycliste imprudent qui l'avait bousculé dans sa course. Quelques heures, quelques mots avaient suffi à faire basculer mon univers aseptisé dans une poubelle géante, un champ de bataille poussiéreux. Mais qu'est-ce que je faisais là ? Le tour de manège stoppa net après 10 minutes. Nous étions arrivés devant le fameux stupa. Vous entrez par la porte principale, juste là, et vous trouverez certainement l'hôtel à votre droite. Vous êtes sûr ? Oui, je crois bien. Il tapota sur le compteur qui s'était déconnecté pendant notre folle virée. Il finit par me demander 300 roupies, l'équivalent de 2,50 € que je payais sans discuter. Je récupérai ma valise qui, par chance, se trouvait toujours sur le toit. Mon chauffeur reprit son envolée en me faisant un signe de la main. Bousculé par les passants qui se pressaient, je me frayai un chemin en force, traînant mon bagage derrière moi.
Une multitude de gens marmonnant des mantras marchaient autour de l'immense monument dans le sens des aiguilles d'une montre en actionnant des moulins à prière et des clochettes. Je les regardai un instant, effaré, puis fendis la foule à contresens, ma valise dans mon sillage. Des odeurs d'encens flottaient dans la rue en provenance de minuscules boutiques de souvenirs sur le thème du stupa et de tous ses dérivés. Les commerçants encerclaient la place. Ils attendaient, assis, face aux yeux de Bouddha, les moines en quête de nouveaux chapelets et les touristes attirés par ce site unique. Et j'aperçus un panneau indiquant mon hôtel en direction d'une impasse que je suivis. Je passai la grille et traversai un jardin luxuriant jusqu'au bâtiment. Le bruit cessa instantanément. Une dizaine de tables rondes en fer dispersées sur la pelouse prenaient le soleil. Une jeune femme me souhaita la bienvenue en joignant ses mains puis inclina sa tête dans ma direction. « Namasté, bonjour, avez-vous fait bon voyage ?» me dit-elle dans un français scolaire, avec un fort accent. Le hall d'accueil était simple. Un bar faisait office de bureau, 2 fauteuils en cuir usé entouraient un canapé 3 places, dans le même état, et des bagages s'entassaient sur la droite du comptoir. Pressé de prendre une douche et de me poser, je coupai court à toute discussion. Une amie a réservé une chambre à mon nom, Maëlle Garnier. L'hôtesse examina son registre et poursuivit en anglais. « Oui, elle est prête, au premier étage, madame. Si vous souhaitez déjeuner, le cuisinier est là encore 1 heure. Je peux vous servir dans le jardin. » J'acquiesçai d'un hochement de tête. « L'eau chaude sera disponible à partir de 17 heures. »« Comment ça, 17 heures ?»« Oui, nous chauffons l'eau à l'énergie solaire. Nous sommes bien équipés. Nous pouvons déclencher les ballons plus tôt que tout le monde, » se réjouit-elle. « Plus tôt que tout le monde, mais qu'est-ce que ça devait être dans les autres hôtels ? C'est pourquoi nos clients sont ravis. Nous avons beaucoup investi dans ce système moderne l'année dernière. »« Très bien, merci, » soupirai-je, épuisé. Je pris la clé qu'elle me tendit. « Encore une chose, nous avons de fréquentes coupures d'électricité quotidiennes. »« Des coupures d'électricité, super. Mais rassurez-vous, elles sont planifiées à l'avance. »« À l'avance, bien sûr. Pour ce soir, l'interruption se fera de 19h à 22h. Vous trouverez des bougies sur la table de nuit. » Je la regardais anéanti. Je ne savais pas dans quel monde j'avais atterri, mais j'étais sûr d'une chose, je n'y resterais pas longtemps. Dépité, je pris l'escalier, espérant pas de bagagiste pour m'aider. « Une dernière information, madame. » Qu'allait-elle encore m'annoncer ? Il me semblait être dans le plus sombre de mes cauchemars. Je me retournai. D'un pas rapide, elle fit le tour du guichet et me tendit une lettre. « J'ai du courrier pour vous. »« Du courrier ? Quelle gentille attention, Romane. » Je montais péniblement les marches recouvertes de carreaux blancs et gris jusqu'au premier étage. On accédait à la chambre par un couloir ouvert sur le jardin. La clé déverrouilla un cadenas reliant 2 anneaux de fortune qu'un léger coup de pied aurait suffi à faire sauter. La pièce faisait 10 mètres carrés environ. Un grand lit prenait l'essentiel de l'espace, une table de nuit en bois verni, 3 bougies dans une coupelle, un fauteuil en osier contre le mur, un porte-manteau à 3 pieds imitant la tour de Pise, et au fond, une salle de bain qui, visiblement, n'avait pas été restaurée depuis l'origine. Je m'aventurais dans le renfoncement, une douche à l'italienne dont la robinetterie tenait grâce à un fil de fer, un lavabo ancien en émail sur lequel un bout de savon rescapé somnolait, et des toilettes où les strates de tartre auraient permis à n'importe quel archéologue stagiaire de définir l'année d'ouverture de l'hôtel. Je fis pivoter la poignée de l'évier, la tuyauterie se mit à trembler avant de cracher en tout sautant une eau jaunâtre par le bec du mitigeur. Il fallut quelques secondes à l'installation pour retrouver un flux harmonieux. Je levai la tête et aperçus le reflet dans le miroir de ma mine déconfite qui amplifia ce décor misérable. « Sympa, Romane, tu ne t'es pas ruiné et tu m'avais habitué à mieux. » Épuisé, je m'allongeai sur le lit. J'ouvris la lettre écrite en anglais. « Cher Maëlle, il me sera impossible de vous remettre la manuelle à l'hôtel. Je dois partir aujourd'hui à quelques jours de marche dans l'Himalaya pour une urgence médicale dans un monastère. Je l'emporte avec moi. J'ai demandé à Shanti, prénom népalais qui signifie paix en sanskrit, un guide népalais, de vous conduire jusqu'à moi. C'est un ami. Il saura organiser pour vous ce voyage et assurera votre sécurité. Il passera à votre hôtel le jour de votre arrivée et vous expliquera tous les détails. Je suis désolé pour ce contretemps, mais je suis sûr que vous comprendrez. Bien à vous, Jason. » Mais c'était une blague. Pourquoi n'avait-il pas laissé le manuel à son guide ? Il se fichait de moi, ce type. La colère monta. Je bondis du lit et tenta de joindre Romane. Une nouvelle fois, sa messagerie fut ma seule correspondante.
La batterie se mit à clignoter, m'indiquant qu'elle allait me lâcher elle aussi. Je cherchais une prise que je trouvais derrière le fauteuil. Heureuse nouvelle, elle fonctionnait. Il me fallut un bon quart d'heure pour me calmer. La fatigue du voyage me gagna. Je m'endormis en espérant avoir les idées claires au réveil. Plus de 2 heures passèrent avant que je ne reprenne conscience de la situation. Une chose après l'autre. Une douche, puis je me restaurais. Sous le jet chaud, mon corps reprit un peu d'énergie. Je revêtis des vêtements propres et descendis à l'accueil. La jeune fille avait laissé place à une dame d'une 60aine d'années, grande, élégante, à la chevelure longue et souple. Elle s'adressa à moi dans un anglais assez fluide. « Vous êtes Maëlle, n'est-ce pas ? Je suis Maya, la propriétaire de l'hôtel. Votre ami Roman m'a parlé de vous. Je suis ravi de faire votre connaissance. » Je ne savais pas quoi dire. Face à la gentillesse de cette femme, ma colère s'estompa. « Je suis ravi, moi aussi. »« Vous devez être affamé. Karas, mon cuisinier, a préparé pour ce soir un kashi komasu, un curry d'agneau traditionnel népalais. C'est délicieux. » J'acceptais volontiers. « Voulez-vous profiter du soleil dans le jardin ?» Quelle belle idée! Maya me rejoignit dans l'espace vert. Le calme qui régnait dans cet endroit à quelques mètres de la bousculade était irréel. Shanti a appelé pendant que vous dormiez. Il passera dans 2 heures à l'hôtel. Maya semblait le connaître. Je marquai mon étonnement en esquissant une figure de sourcil bien à moi. Oh, Shanti est un ami de longue date. Il m'a accompagné pour des missions humanitaires dans l'Himalaya. Il est né à Pangboche, un petit village de Sherpa près de l'Everest. Il connaît la montagne alors ? Ah ça oui, elle n'a pas de secret pour lui, vous verrez. Vous ne pouviez pas avoir meilleur guide. Il vous conduira à bonne destination, n'ayez pas de doute. Vous savez où je dois me rendre ? Non, seul vous le savez, fit-elle amusée. Ah non, justement, je dois retrouver un certain Jason et je n'ai aucune idée de l'endroit où il se trouve. Oui, Roman m'a expliqué, il doit vous remettre un manuel pour elle. Vous êtes au courant ? Qu'en pensez-vous ? Elle réfléchit un moment. Tout doit être tenté pour sauver une personne que l'on aime, tout, sans exception. C'est pour ça que je suis venu, mais je voulais plutôt savoir ce que vous pensez de Jason. Le connaissez-vous ? Je l'ai vu une fois. Il est très investi dans ses recherches sur le cancer et offre le reste de son temps aux Tibétains. Depuis leur exil, il se retrouve au Népal, toléré, mais sans statut social. Son association a pour but de les soigner et de les insérer. Et vous pensez qu'un manuel peut révéler des vérités que l'on ne connaît pas déjà ? Je ne sais pas, mais il est fréquent que le chemin emprunté mène à d'autres endroits que ceux que nous avions imaginés. Je la regardais, interloqué. Je n'ai pas de solution à votre interrogation, mais si vous êtes à l'écoute de ce qui va se passer, vous verrez que vous trouverez des réponses à des questions que vous ne vous posez pas encore. Je ne comprenais pas un mot, mais la fatigue du décalage horaire m'empêchait de réagir. Une jeune femme déposa mon assiette sur la table. Maya se leva. Je vous laisse vous régaler. Si vous le souhaitez, nous pourrons faire quelques pas autour de Bodhnath avant votre rendez-vous avec Shanti. Elle s'éloigna avec la grâce et la légèreté d'un papillon. Les odeurs de curry, véritable symphonie de fragrances érotiques, taquinaient mes narines. Ce plat indien façonnait un kaléidoscope de jaune, de brun et d'or. La première bouchée me plongea dans les saveurs pimentées de l'Extrême-Orient. Les parfums m'invitaient de l'autre côté de la frontière. L'Inde, mon dernier voyage avec Thomas, 5 ans bientôt. Un Bollywood de bonheur qui s'était mu en cauchemar 3 mois plus tard lorsqu'il m'avait quitté pour une greluche écervelée au moment où nous devions emménager ensemble. Quel lâche! Il m'avait envoyé un simple texto pour mettre un point final à 3 ans d'amour fou. À quoi bon revenir sur cet épisode ? J'étais passé à autre chose. Cependant, à bien y réfléchir, pas grand-chose. Je regardais mon portable, cherchant un réseau inaccessible. Cette coupure avec le monde me ramena une nouvelle fois à ma solitude. Un moineau vint se poser sur la table, peu farouche, il picora les miettes de galettes de pain éparpillées, m'examinant du coin de l'œil. Ces quelques grammes ailés, mêlés à la beauté des fleurs du jardin en arrière-plan, ainsi que l'harmonie des parfums, apaisèrent mon isolement. Quand j'eus avalé la dernière bouchée, Maya réapparut. Sa sérénité calmait mes angoisses. « À voir votre assiette, vous avez apprécié, ou alors vous aviez faim, dit-elle dans un éclat de rire. C'était excellent, en effet. Voulez-vous faire le tour de Bodhnath ? Oui, je suis intrigué. Maya me précéda jusqu'à la sortie sur le chemin étroit formé d'ardoises. Une foule de gens avait pris possession du site et tournait d'un pas allègre autour du monument. Bodhnath était un lieu important de pèlerinage bouddhiste, l'un des principaux sanctuaires du Népal. C'était impressionnant.
le quartier rassemblait plusieurs milliers de réfugiés tibétains. Depuis la fuite du 14e Dalai Lama en 1959, l'afflux de nombreux Tibétains à Bodh-Nath avait entraîné la construction d'une cinquantaine de monastères, des Gompas, témoins de l'importance religieuse de ce site étroitement lié à la fondation de Lhasa. Il se trouvait en effet sur l'ancienne route commerciale reliant la ville à la vallée de Katmandou. Au milieu trônait le stupa, une sorte de temple, le plus imposant du Népal, avec ses 40 mètres de hauteur et de diamètre. À la base se trouvaient 3 terrasses représentant un mandala que les fidèles pouvaient parcourir. À l'image d'un guide soucieux de donner le plus d'informations possible à son public, Maya m'expliqua que dans l'architecture de ce sanctuaire, tout était allégorie. Le cosmos et les éléments primordiaux de l'univers incarnaient la doctrine bouddhiste. La base représentait la terre, la coupole, l'eau, la tour au-dessus, le feu, la couronne, l'air, et le pinacle, l'éther. Elle m'incita à marcher au même rythme que les fidèles, puis elle s'arrêta à l'une ou l'autre des 108 niches contenant chacune une statue de Bouddha pour me raconter son histoire. La prestance de cette femme passionnée me subjuguait. Comme tu peux le voir, tout en haut, des yeux expressifs sont peints sur les 4 faces, regards qui scrutent vers les 4 points cardinaux, rappelant aux bouddhistes la présence de Bouddha et son implication dans leur vie. La partie supérieure, en forme de pyramide allongée, se compose des 13 marches. Là, tu vois ? Elle sépare l'hémisphère du pinacle et symbolise les 13 degrés que représente le chemin vers l'éveil. 13 stades et l'accès à la connaissance parfaite, Bodhi ou Bouddha, d'où le nom de Bodh-Nath. Maya me prit par le bras et s'engouffra dans une bâtisse par une porte étroite. « Suis-moi, je t'invite à boire un thé au gingembre. » À vive allure, nous montâmes de hautes marches recouvertes d'un carrelage blanc sur 5 étages qui menaient sur une terrasse entourée de tuyas où plusieurs tables dispersées avaient été prises d'assaut par des clients en tout genre. Les odeurs de peinture trahissaient les récentes rénovations. Une carte de Katmandou et de sa vallée habillait le mur de gauche entre 2 grands bambous. Maya me montra notre position excentrée sur la frontière est de la ville. « Encore un dernier effort, c'est là-haut que je veux t'emmener. » Elle désigna une échelle au fond, à droite, qu'elle escalada en premier avec agilité. À peine arrivé, je fus captivé par le regard de Bouddha face à moi. Ses yeux triomphants à 30 mètres de hauteur me transperçaient de leur sagesse, et sa robe blanche, teintée des derniers rayons du soleil, projetait des reflets orangés. Je m'avançai au bout de la terrasse et observais les scènes de prière minuscules. Maya m'invita à m'asseoir à la table la plus proche des yeux bienveillants du colosse. Une serveuse se précipita vers nous et s'inclina en signe de respect. Maya commanda le thé. L'endroit était magique et le temps s'arrêta un moment. « Tu vis ici depuis longtemps ?»« Depuis 20 ans. Je suis né en Inde, à Dharamsala. J'y ai vécu toute mon enfance, puis je me suis marié. Salaj a profité d'une opportunité dans l'immobilier, ici, à Katmandou. Alors nous nous y sommes installés, ce qui m'a permis de m'investir dans l'association que j'ai montée pour aider les Tibétaines à s'insérer. » Elle s'interrompit, fixant le stupa. Je vérifiai la disponibilité du réseau, elle restait inexistante. J'éteignis et rallumai mon portable pour réinitialiser la connexion, mais n'obtins rien de plus. « Et toi, comment vas-tu, Maël ?»« Comment je vais ? Bien. Ce n'est pas une question de complaisance, je te demande comment tu te sens vraiment. » Je fus surprise par son insistance. C'était sans doute la première fois que l'on m'interrogeait en attendant de moi une réponse honnête. Sa préoccupation pour mon bien-être me désarma. « Je vais bien, Maya, un peu fatiguée par le voyage. »« Je te sens tracassée par ton téléphone. Le réseau est inaccessible depuis mon arrivée. Et en as-tu besoin à 8000 km de ta vie ? » ?»« Oui, toujours, je dois suivre de près les dossiers que j'ai laissés en suspens avant de partir. » « Es-tu indispensable à ce point ? Penses-tu qu'une absence de quelques jours est un problème pour tes collaborateurs ? Avez-vous une faille d'organisation pour que tout repose sur tes épaules ?» Je ne sus discerner si elle était naïve ou ironique. Son regard et le ton de sa voix confirmèrent la seconde hypothèse, ce qui me déplut. Je dirige une société de 300 personnes. Nous sommes dans une phase critique de vente à un grand groupe dans quelques jours. Mon absence est en effet un problème. Plusieurs millions d'euros sont en jeu. Pourquoi es-tu venu alors ? Eh bien, pour Romane, je dois récupérer les fameux écrits, et tu le sais, je crois. Ces questions m'agaçaient. Qui était-elle pour me juger ? Maël, si ta tête et ton cœur sont ailleurs,
Comment vas-tu faire pour vivre sereinement ce voyage? Quel bonheur vas-tu y trouver? Oh, Maya, atterris. Je ne suis pas là pour me faire plaisir, c'est pas les vacances. Je viens chercher ce qu'une amie m'a demandé et je rentre en France retrouver ma vie. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation, tu vois bien? Tu es en train de me dire que quelqu'un t'a forcé? Je soupirai bruyamment. Maya, t'es intelligente, ne fais pas semblant de ne pas comprendre. Roman est gravement malade. Si ses écrits peuvent l'aider d'une façon ou d'une autre, je me devais de venir, non? D'accord, mais maintenant que tu as fait le choix d'être là, pourquoi ne vivrais-tu pas cette expérience dans la joie plutôt que dans la contrainte? Mais comment puis-je prendre un quelconque plaisir ici? Je ne veux pas t'offenser, mais regarde, seule la misère domine, le froid, la poussière, aucun réseau de communication, une électricité bancale, un confort précaire, une chambre d'hôtel pourrie. J'ai l'impression de revenir plusieurs siècles en arrière. Tu as raison, les conditions de vie sont différentes de l'Occident. Cependant, je pense que ton mal-être vient d'ailleurs. Ah ouais, tu crois ça, toi? Et d'où vient-il, à ton avis, toi qui as l'air de tout savoir? Des idées préconçues que tu te fais de cet endroit. Il est vrai qu'elle n'aidait pas à embellir le triste spectacle que Maya ne semblait pas voir de la même façon. La serveuse déposa sur la table les 2 verres brûlants. Elle s'inclina devant nous et disparut. Nous sommes samedi. Tes collaborateurs doivent se prélasser à l'heure qu'il est. Oublie ton téléphone, il ne te sera plus utile ce soir. Tends ton visage aux derniers rayons du soleil et profite de cet instant. Je bus une gorgée brûlante. Maya avait raison, je n'obtiendrai rien de plus de Paris. Je m'exécutais et m'abandonnais à la tiédeur de cette fin de journée, bercé par les mantras de la fourmilière organisée. Les oiseaux chantonnaient à quelques mètres de nous dans le petit arbre qui nous servait de parasol, comme pour accompagner les prières. Je respirais profondément, toutes mes pensées s'envolèrent avec mes angoisses. J'étais bien. J'ouvris quelques minutes plus tard les yeux sur une vue impressionnante. Bodnat était devenu orange vif par les derniers faisceaux de la boule de feu qui semblait atteindre mon attention pour descendre se coucher. Je regardais le soleil déployer son plus beau spectacle en terminant ma boisson. La douceur du breuvage me rendit le sourire que Maya tentait de m'offrir contre mon gré. Un calme inhabituel me remplit. Nous laissâmes le soleil œuvrer et contemplâmes aux premières loges la féerie en silence. Je voudrais te dire une dernière chose avant ton rendez-vous avec Shanti. Chaque instant que tu perds à être malheureuse ne te sera jamais rendu. Tu sais où commence ta vie, mais pas quand elle s'arrête. Une seconde vécue est un cadeau que nous ne devons pas cacher. Le bonheur se vit maintenant. Si tu penses qu'être ici est une obligation, tu vas vivre des moments difficiles ces prochaines heures, car la montagne est un miroir géant. Elle est le reflet de ton âme. Le reflet de ton état d'être. Tu as le choix de saisir l'opportunité qui t'est offerte, d'expérimenter ce voyage autrement, en arrêtant de comparer ce que tu es, ce que tu sais, ta culture, ton niveau de vie, ton confort. Si tu acceptes d'observer sans juger, avec un regard neuf, en oubliant tout ce que tu as déjà vécu, alors, malgré toutes ces différences, tu découvriras un monde nouveau dans lequel tu pourras prendre un plaisir supérieur à celui que tu connais. Le but n'est pas de t'installer au Népal, mais d'essayer autre chose. Es-tu prête à relever le défi? Je venais de vivre une expérience visuelle et sensorielle rare, que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. La proposition de Maya me fit réfléchir. Pourquoi ne pas tenter? Le jeu me séduisait, après tout, maintenant que j'étais là, autant en profiter. Je suis une femme de challenge. Alors tu vas t'amuser. Que dois-je faire? Abandonner tes certitudes et découvrir chaque chose pour la première fois, comme un enfant qui vient de naître et qui s'émerveille de tout. Je crois que je peux y arriver. Maya sortit puis regarda sa montre. Il était temps de rentrer. Shanti devait m'attendre. Pendant que nous finalisions le tour entamé autour du stupa, Maya me proposa de commencer l'exercice. Mets au défi tout tes sens et écoute le ronronnement de la vie. Elle se tut et observa. Je posai mon regard sur les couleurs. Je sentis l'encens pénétrer mes narines. Je tendis l'oreille, attentive à chacun des disciples qui murmurait sa prière. Je souris en me découvrant différente. Tout était nouveau, en effet. Il est vrai que le décor et les coutumes n'avaient rien de commun avec mon quotidien, ce qui m'aida à contempler comme pour la première fois. Et c'était en réalité la première. Maya me regarda, attendrie. Gêné, je m'empressai de lui poser d'autres questions. Il prit toute la nuit dans le noir, sans électricité? Ne compare pas avec ce que tu connais. Oublie les ampoules. Imagine un oiseau qui découvre l'endroit, sans conscience particulière. Crois-tu qu'il s'interrogerait sur ce genre de choses? Non, il vivrait l'instant.
Continue à observer, comme si ton cerveau était vierge. Regarde sans ajouter de réflexion. Je commençais à comprendre que le jeu n'était pas si simple. À chaque fois qu'une idée me venait, elle était habitée de mes connaissances, de ma culture, de mes croyances. Je ravalais plusieurs questions, car toutes m'éloignaient de l'instant, mais je n'arrivais pas à dissocier le présent d'un souvenir, quel qu'il soit. Maya emprunta la petite allée qui menait au porche puis aux grilles de l'hôtel. Elle se tourna vers moi, me sortant de mes réflexions. « Ne t'inquiète pas, si tu le souhaites, tu dompteras ton cerveau. Prendre conscience nécessite une seconde quand on est prêt, mais changer des habitudes de plusieurs années prend à l'évidence un peu de temps. Je ne sais pas si ça me rassure. Crois-tu qu'en commençant la musculation, ton corps se dessinerait après quelques minutes d'effort ? Chaque séance d'entraînement contribue à la réussite du projet. L'envie ne suffit pas, mais elle est à l'origine de toute création. » J'étais pourtant bien loin de ma salle de sport. Nous arrivons au terme de ce chapitre. Voilà, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire. Moi, j'adore vraiment cet aspect nouvelle culture et puis des gens très paisibles. Enfin, il faudrait, je ne sais pas si vous arrivez à le faire, mais essayez cet exercice, c'est vrai. Essayez de regarder tout avec un œil nouveau, comme si c'était la première fois qu'on le voyait. Et c'est vrai qu'on s'émerveille de tout, et du coup, la vie est bien plus belle comme ça. Mais c'est un exercice pas facile, parce que on est dans notre quotidien et on est habitué en fait à tout ce qu'on voit. Mais bref, voilà, j'espère qu'en tout cas cette lecture vous aura plu. J'ai hâte de voir la suite, d'entendre la suite. Je crois que je vais lire d'ailleurs tout de suite moi. Et vous devrez attendre une semaine, mais moi je vais continuer à lire. Donc voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, une très belle semaine ou une très belle nuit si tel est le cas. Et je vous dis à très vite pour la suite.